Alors, le défi que je me donne ici, c'est de vous parler d'Automated ML, mais surtout, sous le titre un petit peu provocateur, voilà, qui est juste ici, qui, entre l'Automated ML et les data scientists, sont aujourd'hui les meilleurs. Et ben, on va voir ça. Et pour être encore plus provocateur, je vous promets que je peux réaliser ici un algorithme prédictif avec une précision de 0,98, ce qui est énorme parce que le maximum c'est 1, et que ça va me prendre même pas 1 heure, et qu'en plus ça va pas me faire débourser une quarantaine de kilos-euros annuels si je veux embaucher un data scientist. Et je pense que voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que c'était sur le ton, sur le second degré, et que bien sûr nous allons ici décortiquer ce que fait l'Automated ML, et si surtout, voilà, comment cet outil peut venir aider des data scientists et comment il va falloir l'encadrer. Je vais en particulier vous montrer comment on peut, de cette manière, se tromper très fortement en utilisant des outils automatiques pour du machine learning. Plus en détail, on va aborder d'abord, on va revenir rapidement, si le machine learning n'est pas votre domaine, sur les tâches classiques qu'on utilise dans un cycle de projet data science. Je définirai vraiment ce qu'est l'autométier d'ML. Et puis on fera un match en deux manches. Première manche, on va utiliser sur la plateforme Azure le portail Azure Machine Learning Studio. Et deuxième manche, on utilisera du code, voilà, pour partager ici entre les deux approches. Et on fera bien sûr une conclusion à tout ça pour voir qui l'emporte à la fin. Je suis Paul Péton, je suis MVP Microsoft depuis 3 ans maintenant sur 2 domaines, l'intelligence artificielle et la data platform. Et je vous ai mis un lien GitHub que je pourrais remettre dans le chat. Ce lien vous donnera accès aux notebooks qui vont porter ici ma session, et donc vous pourrez les télécharger. Les jeux de données aussi sont disponibles, hein, et vous pourrez reprendre par vous-même le code que je vais montrer assez rapidement. Voilà, donc pour le coup, si vous voulez aller plus loin, allez sur ce repo GitHub. Si vous ne connaissez pas la vie des data scientists, alors sachez qu'il y a des blagues aussi sur les data scientists, en voilà une. Retenez surtout qu'un data scientist passe beaucoup de temps à préparer de la donnée. Heureusement, on a des outils qui vont permettre de l'aider à gagner du temps. Alors malheureusement, pas sur la préparation de données, mais sur les actions qui viennent après la préparation de données. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai switché sur la présentation qui est complètement en anglais. Donc si ça, hop, voilà, comme je donne le talk juste après, hop, voilà. Vous aurez quelques diapos en anglais. Allez, je vous prie de m'excuser pour ça, elles sont pas toutes traduites. Voilà, mais je vais les traduire oralement. Le métier de data scientist. Qu'est-ce que c'est si on le reprend avec ce diagramme que vous avez ici sur la droite, qui est en fait un diagramme Microsoft, fourni par Microsoft, et qui est vraiment tout le cycle de vie d'un projet de data science. Et ben en fait, les grandes étapes, c'est bien sûr de comprendre le besoin métier. Pourquoi on fait de la data science? Et ben parce que dans une entreprise, dans une organisation, il y a de la donnée, et il y a sans doute de l'espoir quelque part qu'on puisse valoriser cette donnée, qu'on puisse en tirer des informations intéressantes. Et ben, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent, quand on arrive encore plus en tant que consultant auprès d'une organisation, et ben, il faut qu'on découvre tout le secteur, il faut qu'on comprenne les enjeux métiers, et c'est ce qui est fondamental. Ensuite, il va falloir acquérir de la donnée, il va falloir aller la chercher, il va falloir la faire venir jusqu'à notre outil qui sera ici la plateforme Azure, mais ça, on verra que c'est maintenant quelque chose d'assez simple, encore plus quand la donnée est déjà sur Azure. On va ensuite explorer la donnée. L'exploration de données, je vous montrerai quelques exemples concrets, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger. Ça fait partie de la prise de connaissance de la donnée, mais c'est aussi là qu'on va commencer à sentir vraiment les choses, à se dire qu'il y a peut-être des pistes d'aller trouver ce qu'on appelait, à l'époque où je me suis formé à ça, la pépite d'or. On parlait de data mining, d'aller chercher la pépite dans tout cet océan de données. La préparation de données, comme je vous disais juste avant, c'est vraiment ce qui prend énormément de temps pour pour un projet de data science. C'est pour autant essentiel, et je reviendrai vraiment dessus, parce que c'est peut-être justement la partie qui aurait tendance à disparaître si on fait un focus trop important sur l'automated ML. Ensuite, il va falloir aller chercher des modèles. Alors, pour définir rapidement ce qu'on appelle un modèle, vous en avez fait tous à l'école, et même assez tôt finalement dans votre scolarité, quand vous avez écrit y égale ax plus b.
Là, vous avez peut-être déjà aussi tracé, enfin, représenter des nuages de points, par exemple dans Excel, et vous avez eu envie de tirer une droite au milieu de ce nuage de points pour essayer de le schématiser, de le simplifier. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une régression linéaire, et c'est déjà le premier modèle qu'on pourrait utiliser en machine learning. Alors bien sûr, on a aujourd'hui des modèles beaucoup plus complexes avec différentes approches. On parle de modèles linéaires justement et de modèles non linéaires. Mais tout ça, en fait, aujourd'hui, enfin, on va dire que ce qui peut impressionner quand on aborde le machine learning, c'est de se retrouver justement devant toute cette bibliothèque de modèles. Il y en a des dizaines, voire des centaines si on prend les petites variantes qui existent pour chacun. Et en fait, tous ces modèles, finalement, on ne peut pas savoir a priori quel est le meilleur. Et c'est là que va se jouer vraiment tout l'intérêt de l'automated ML, c'est qu'il va nous aider avec des outils automatiques à aller chercher le meilleur modèle et à retenir le meilleur pour la problématique qui nous intéresse. Et on va voir que tout ça, ça se fait au moyen de ce qu'on va appeler des métriques d'évaluation. Donc quand je dis le meilleur, c'est bien sûr le meilleur sur une façon de l'évaluer. Et on va faire peut-être aussi un peu de ce qu'on appelle du fine-tuning, enfin vraiment de l'amélioration fine avec des outils qu'on appelle les hyperparamètres. Mais ça, j'y reviendrai en fin de présentation. Alors modéliser, c'est super, c'est génial, hein, c'est vraiment l'aboutissement finalement d'un projet de machine learning. Mais si on ne comprend plus rien et si on a fait une sorte de boîte fermée au final qui est à peu près voilà, qui donne qui prend des données en entrée et qui envoie un résultat en sortie, mais qu'on ne sait pas du tout comment fonctionne cette boîte, et ben c'est quand même un peu gênant, d'autant plus aujourd'hui où on a quand même cette obligation légale au niveau européen d'expliquer les résultats des modèles. Donc il ne faudra pas négliger, même si ce ne sera pas aujourd'hui le sujet de cette présentation, il ne faudra pas négliger l'interprétation des résultats. Et bien sûr, et là encore, ce ne sera pas non plus le sujet parce qu'on n'a qu'une heure devant nous, il faudra déployer ces modèles, les industrialiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils sortent du cadre du laptop ou de la VM du data scientist, mais qu'ils puissent après s'utiliser au sein d'une organisation, vraiment intégrée dans une architecture IT. Donc ce schéma en plus gros, et puis le lien à nouveau que vous avez ici pour retrouver ce schéma de Microsoft. Donc retenez bien ces deux éléments. La préparation de données, c'est peut-être l'étape la plus longue, mais aujourd'hui qui reste manuelle. Et chercher le meilleur modèle, c'est peut-être aujourd'hui l'étape la plus incertaine parce que finalement, a priori, on ne sait pas, alors, sauf avoir un petit peu d'expérience et un petit peu de flair, on ne sait pas par quel bout le prendre, mais c'est peut-être voilà, l'étape la plus incertaine. Le machine learning automatique, alors comment on peut le définir simplement? Eh ben, si on fait le parallèle par exemple avec le fait de casser un mot de passe sur un site web par exemple, eh ben, c'est vraiment une approche de force brute. C'est-à-dire que ici, les algorithmes vont être bêtes et méchants, on va leur donner un objectif et ils vont tous en fait se battre entre guillemets hein, pour essayer d'être le meilleur vis-à-vis de cet objectif. Donc on va fixer en fait une métrique d'évaluation, on va donner une manière d'évaluer les algorithmes, et on va dire que sur cette métrique, on a peut-être au départ 30 ou 40 algorithmes ou versions d'algorithmes, et donc tous ces algorithmes vont s'entraîner et vont essayer de produire le meilleur résultat. Et finalement, l'approche, le fait de faire de l'automated machine learning, c'est tout simplement de garder le meilleur à la fin, mais en ayant justement lancé voilà, cette trentaine, quarantaine d'algorithmes. Alors, quels sont les avantages de cette manière de fonctionner? C'est qu'on pourrait se dire, mais attention, je dis bien que ce sont des avantages théoriques, on pourrait se dire que c'est pas nécessaire ici d'avoir une connaissance fine justement de ces 30 ou 40 algorithmes. Ça nous fait économiser du temps parce qu'en fait, je vais pas ici faire une approche un peu itérative où j'essaie une chose puis j'en essaie une autre. Enfin, là, j'envoie tout ça en parallèle et je regarde qui gagne à la fin. Et du coup, économiser des ressources, peut-être pas, parce que en fait, si je veux envoyer 30 algorithmes en parallèle, j'ai intérêt d'avoir justement une architecture qui soit dédiée à cela et où je puisse vraiment paralléliser les traitements. Mais voilà, si j'ai 30 machines qui tournent en parallèle, ça me coûtera à peu près la même chose que si je fais 30 exécutions bout à bout. Est-ce qu'on va être un peu plus agile avec cette approche-là? Bon, j'en suis pas encore persuadé, mais en tout cas, ça va nous permettre ici de ne pas rater un pan de peut-être des approches algorithmiques. Donc,
J'ai bien insisté ici sur l'idée de parallélisme. Pourquoi le machine learning automatique fonctionne bien maintenant? Parce qu'en fait, on a justement des architectures où on peut mettre voilà, faire que les calculs se fassent simultanément. Et je dis bien que c'est du parallélisme et non pas de la distribution. Attention, on n'est pas comme dans une approche comme on pouvait appeler MapReduce où on va séparer en fait ici les calculs à l'intérieur d'un algorithme. C'est bien, par exemple, sur deux machines virtuelles, on a deux algorithmes qui s'entraînent en parallèle. De manière schématique, qu'est-ce qu'il nous faut pour se lancer dans cette idée du machine learning automatique? Il nous faut tout simplement des données. Il nous faut cette fameuse métrique d'optimisation, donc ce qu'on cherche enfin, la mesure qui va nous permettre de trouver le meilleur algorithme, mais on va se donner, ça c'est une chose importante aussi, on va se donner des contraintes de temps et de coût. Peut-être que dans une problématique de classification d'images, par exemple, je vais lancer des quantités d'algorithmes, alors qu'on appellerait par exemple ici d'apprentissage profond, qui auront besoin de machines en GPU pour aller s'entraîner, et que peut-être chaque entraînement durera par exemple 24 heures. Ce sont des choses assez finalement assez cohérentes avec l'état de l'art actuel. Je risque d'avoir une très grosse facture Azure à la fin. Voilà, donc du coup ici attention, on va se donner aussi cette contrainte de coût. On va surtout pas lancer voilà toutes ces machines ici et les laisser s'entraîner jusqu'à ce que ça se termine. On va quand même dire aussi que finalement le meilleur algorithme, c'est peut-être aussi celui qui s'entraîne le plus vite, quitte à perdre quelques centièmes sur notre métrique d'évaluation. Et l'objet, finalement, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais l'objet du automated machine learning, c'est bien à la fin de fournir ce modèle de machine learning. Donc si vous repensez à ma fameuse image du y égale à x plus b, qu'est-ce que c'est le modèle de machine learning? C'est juste les valeurs de a et de b. Et on met tout ça dans un petit fichier, d'ailleurs. Je n'en parlerai pas trop ici parce que ça tient plus de l'industrialisation. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite obtenir, c'est ces valeurs de A et de B, ce qu'on appelle les paramètres. De manière un petit peu plus détaillée pour voir la chose concrètement. Donc, on a toujours en entrée nos trois critères, des données, une métrique d'évaluation et puis des contraintes. Les algorithmes ensuite, on peut choisir, on peut alors ici en mettre sur une liste à part pour dire je sélectionne uniquement une certaine partie je vous montrerai la liste complète tout à l'heure de ces algorithmes. Ils sont tous du coup en train de s'entraîner. Ils nous donnent à la fin un score, donc cette fameuse métrique au niveau de l'entraînement. Et puis ensuite on fait un classement. Et ce qui serait le plus cohérent, c'est de garder le meilleur score, mais attention vraiment au regard aussi du temps d'entraînement. L'automated machine learning, alors c'est pas une marque déposée de Microsoft. Vous avez d'autres éditeurs qui proposent cette approche-là. Toutefois, si vous êtes dans l'univers de Microsoft, où est-ce que vous allez retrouver l'approche automated ML de Microsoft? Dans Azure Machine Learning, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Mais sachez que c'est aussi disponible au travers de librairie.net ou sur Power BI, alors sur ce qu'on appelle le service Power BI et avec une licence dite Premium. Et moi, je vais rajouter en fait ici dans mon portail Azure ML, je vais rajouter du code, ça sera la deuxième partie de la démonstration, je vais rajouter un SDK Python qui s'appelle Azure ML Core. Pour vous présenter ici en deux mots le portail qui peut nous servir, donc qui est vraiment une interface visuelle pour une interface graphique pour cette approche. Donc le portail Azure Machine Learning nous permet à la fois de faire une approche qu'on appelle no-code ou low-code, donc vraiment avec des modules visuels, en utilisant la souris, et puis des représentations graphiques. On va aussi avoir, bien sûr, cette approche code first, où là on va aller vraiment saisir l'entièreté ce qu'on appelle le pipeline, en fait, tout le processus de développement de data science, tout va être codé. Et ce code, l'intérêt, c'est qu'il va vraiment faciliter derrière l'industrialisation de notre processus. Et ça, on y reviendra aussi sur les différences fondamentales entre les deux approches. Donc, une approche graphique et une approche de code. Dans tous les cas, qu'on ait l'approche graphique ou l'approche code, on va réussir à faire toutes ces actions-là au sein du portail Azure Machine Learning, c'est-à-dire entraîner un modèle, enregistrer le modèle, donc c'est-à-dire, souvenez-vous de mon fameux A et B,
y égale x plus b, mes valeurs de a et de b. Je vais les stocker quelque part. Et quand je dis enregistrer, pensez aussi versionner, puisque c'est ça qui va être intéressant. On va sans doute avoir un jour de nouvelles données. On va relancer notre processus d'entraînement et peut-être qu'on sera encore meilleur sur nos métriques d'évaluation. Et donc, du coup, on pourra venir remplacer les valeurs de a et de b dans le modèle qui est le modèle déployé, le modèle en production. Alors, comment on a fait pour le déployer? Eh ben, on est passé ici par des images Docker stockées dans un répertoire. Et ces images Docker, voilà, portent l'aspect prédictif du modèle. On aura bien sûr une couche de monitoring qui nous permettra justement de contrôler en particulier ce qu'on appelle le data drift, c'est-à-dire la dérive des données. Alors, pour vous donner un exemple plus concret de cette chose-là, vous avez des utilisateurs, par exemple des utilisateurs de téléphone mobile. Un jour ils vont se mettre à changer, voilà, ils vont se dire tiens, je vais aller changer de téléphone ou je vais changer d'opérateur, ce qu'on appelle l'attrition dans le monde des télécoms. Pourquoi ils sont allés changer? Ben, peut-être qu'on avait réussi à modéliser des données qui donnaient les risques de cette fuite de clients. C'était peut-être le prix du mobile, c'était peut-être la diversité de l'offre, c'était peut-être la quantité de données dans le forfait, voilà. Et tout ça, ça a permis de créer un modèle à un instant T. Sauf qu'en fait, si ça se trouve aujourd'hui, ces données-là ne sont plus si, enfin, c'est ce qu'on va dire feature, hein, ces variables, hein, ces critères-là ne sont plus si prépondérants que ça dans le choix d'un opérateur téléphonique. C'est peut-être plutôt son image de marque ou alors peut-être la capacité à faire de la 5G aujourd'hui. Donc voilà, les critères ont changé, donc le modèle doit changer. Et c'est en ça que c'est important de reprendre tout ce cycle, hein, tout ce pipeline et de le refaire régulièrement. D'où l'intérêt vraiment de pouvoir avoir vraiment une chaîne complètement automatisée. Et c'est ce qu'on appelle le MLOps, hein, et c'est ce que permet aussi cette plateforme Azure Machine Learning Service. Mais avant de se lancer et avant d'arriver vraiment voilà, au Saint Graal aujourd'hui du MLOps, qui est vraiment l'aboutissement d'un projet de machine learning, il ne faut pas oublier, vraiment, j'insiste là-dessus, il ne faut pas oublier l'analyse exploratoire des données. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va vraiment sentir si justement nos utilisateurs de téléphone sont plutôt appétents par exemple à une navigation rapide au niveau data, ou est-ce qu'ils passent des heures et des heures à téléphoner Adrien en Belgique, par exemple. Enfin voilà, donc tout ça va faire qu'il va falloir analyser les données, se faire une première idée grâce à des choses toutes simples. Alors, à nouveau du code ici, hein, je vous donne ici quelques packages, quelques petites astuces, et puis vous avez à nouveau des liens vers le Git où j'ai stocké tout ça, qui vont permettre facilement aujourd'hui, hein, voilà, de profiler un jeu de données, c'est-à-dire d'avoir très vite des indicateurs statistiques, des moyennes, des médianes, des dispersions, ce qu'on pourrait mesurer par l'écart type par exemple, et donc de comprendre nos données de manière descriptive. Alors, n'oubliez pas, cette partie-là, elle ne fait pas partie de l'automated ML, mais vraiment c'est un prérequis indispensable. Autre chose que j'ai pas précisé non plus dans la définition de l'automated ML, enfin en tout cas dans son périmètre aujourd'hui tel qu'il est dans sa version Microsoft, c'est qu'on est sur du machine learning supervisé. Alors, supervisé veut dire j'ai des exemples de ce que je veux prédire. Mon client de téléphonie, j'ai un historique, je sais que j'ai déjà perdu des clients, donc je suis capable justement de retrouver l'explication de pourquoi ces clients sont partis un jour. Et le fait d'avoir ce passé, d'avoir cette vision du passé, va me permettre de me projeter sur le futur et donc de me dire, là j'ai encore des clients, quels sont ceux qui sont à risque. Voilà. Mais je dispose bien, et c'est ça qui est fondamental dans l'approche supervisée, je dispose bien d'une target, d'une cible, d'une variable à un moment dans mon jeu de données qui m'indique ce que je veux obtenir, ce que je veux modéliser. Cette variable, elle sera peut-être numérique, et on fera ici ce qu'on appelle de la régression. Alors si on arrête avec les opérateurs téléphoniques et qu'on pense par exemple à des systèmes de location de vélo, on va pouvoir se poser la question de combien de temps un trajet va durer. Donc ici, données numériques. On va pouvoir aussi se poser la question, quand on va vouloir raccrocher le vélo, de savoir si la station est en service ou hors service. Variable binaire, on est donc sur une classification. Et enfin, on pourrait regarder une donnée numérique sur l'axe du temps, et là on serait sur ce qu'on appelle une série temporelle. Et donc toutes ces trois familles de machine learning supervisées font partie aujourd'hui de ce qui est possible de faire en automated ML.
Je vous avais dit que la liste d'algorithmes pouvait être assez conséquente, et ben, la voici plus en détail. On est aujourd'hui basé voilà, sur les algorithmes connus dans la librairie Python scikit-learn, et vous retrouvez ici les trois en 3 colonnes, les trois familles de machine learning supervisées dont je vous parlais à l'instant. Je vous l'avais dit aussi en introduction, pour faire du machine learning supervisé, enfin du machine learning en général, voire de la data science, il nous faut de la data. Et cette data, quand on est dans le portail Azure Machine Learning, eh ben, il faut qu'elle soit déjà dans Azure. Voilà, c'est un prérequis, mais c'est ce qui va simplifier son utilisation derrière. Et donc, où est-ce qu'elle sera? Ben, soit sur des systèmes de fichiers, par exemple un data lake, soit sur des bases de données. Et attention ici, base de données en PaaS, en plateforme as a service, en service managé, ou sur, ce qui est peut-être ma solution ici, la solution que je préfère, sur un outil qui est Azure Databricks, donc là un cluster Spark, où vous pourrez vraiment monter la puissance de calcul et travailler des volumes de données assez impressionnants. Donc retenez ici que pour se lancer dans l'automated ML, si vos données sont soit locales, soit dans un autre cloud provider, fournisseur de cloud, on fera d'abord voilà, le chemin d'aller les positionner sur Azure. Et j'attaque maintenant donc le fameux match que je vous proposais entre, alors pas forcément entre l'automated ML et les data scientists, mais plutôt entre l'automated ML par l'interface graphique et le code. Et là, je vais commencer du coup par le code, par l'interface graphique. Et pour ça, il va falloir poser un jeu de données. Alors, dans toutes les conférences, si voilà, je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur un jeu de données qui parle de fleurs et plus précisément d'iris. Et ben voilà, attention, aujourd'hui, j'innove un peu. Je ne parlerai pas d'iris, mais on va changer avec de la classification de pingouins. Voilà. Alors, trois espèces. Et d'ailleurs, que je dis pingouin, mais la traduction française serait plutôt manchot ici, je pense, si je me trompe pas d'hémisphère. L'objectif, tout simplement ici, c'est une classification, donc c'est d'arriver sur des variables numériques principalement. Ici, vous voyez que sur la droite, on mesure le bec de ces animaux. Donc sur des données numériques, réussir à distinguer automatiquement les trois catégories. Et pour ça, nous allons surtout jouer au jeu des erreurs qu'on peut faire avec l'interface graphique. Donc vous voyez déjà peut-être que ma conclusion ira quand même plutôt vers une des deux approches. Et je veux surtout ici vous montrer qu'on peut très facilement se tromper avec cette approche d'interface graphique et surtout de clic-bouton où finalement on pourrait tout faire un peu trop rapidement et sans réfléchir. Alors, ça se fait donc voilà de manière graphique. Ici, je suis dans le portail Azure Machine Learning. Je crée tout simplement une nouvelle expérience, c'est le terme pour dès qu'on attaque un nouveau projet finalement. Je vais choisir un jeu de données, un dataset. Ok, ce dataset donc voilà se situe peut-être sur un data store, donc qui est comme je vous disais une ressource Azure. On précisera bien ici l'encodage, les entêtes éventuellement du fichier. Là, peu de risque d'erreur, hormis le fait que finalement, on va ici peut-être charger un jeu de données qui est un jeu de données brut. Et on va se rendre compte finalement que dans la suite des écrans, on n'aura jamais la possibilité de nettoyer, de préparer les données. Et ça, c'est vraiment une erreur. On ne démarre jamais la modélisation de machine learning avec des données brutes, mais toujours avec des données nettoyées. Donc voilà, première erreur ici à commettre, ce serait de se connecter à la donnée brute et non pas à la donnée propre. Et souvent, c'est ce qu'on discerne dans un data lake avec les différentes couches de stockage de la donnée. Écran suivant, on va aller regarder, enfin voir ici le contenu de notre dataset et on va avoir les types de données qui vont être à disposition. Deuxième erreur, c'est de ne pas contrôler ici vraiment colonne par colonne, feature par feature, contrôler les types de données. Puisque bien sûr, le type de données est fondamental après dans l'approche algorithmique. Certains types de données sont retraités automatiquement par les algorithmes. On peut ensuite donc confirmer qu'on crée bien notre jeu de données. Troisième erreur, et là j'en ai parlé aussi en introduction,
on nous propose pourtant une fonctionnalité, une petite case à cocher, hein, qui est ici, qui nous propose d'aller profiler le jeu de données. Il faut en profiter vraiment, c'est à nouveau ces statistiques descriptives qui vont être obtenues. Donc là, non pas par des packages dont je vous parlais auparavant, mais par l'interface directement ici. Donc voilà, surtout pensez à bien cocher cette case, ne pas explorer le jeu de données, ça serait vraiment passer à côté de beaucoup d'informations importantes. Et voilà ce que donne le profilage de données, hein, voilà, ce qu'on appelle les distributions graphiques et des indicateurs de centrage et de dispersion. Ça y est, j'ai mon dataset, mes manchots voilà, sont là. On va pouvoir maintenant définir réellement la partie machine learning. Alors, je spécifie ici la cible, hein, la target column, qui est vraiment ici ce que je veux rechercher, ce que je veux modéliser, c'est l'espèce en question. L'une des 3 espèces qu'on a ici. Alors là, j'ai sur la copie d'écran, hein, j'ai entouré régression, mais on est plutôt ici, hein, sur une tâche de classification. Donc, parce qu'on est sur une cible catégorielle, on a 3 catégories d'animaux. Alors voilà, là on est plutôt ici sur la partie classification, et quand on est justement sur une classification, on nous propose de lancer aussi des algorithmes supplémentaires qui sont des algorithmes de deep learning. Donc apprentissage profond, pensez que ce sont, pour simplifier la chose, des réseaux de neurones à plusieurs couches, avec voilà, toute une capacité à finalement à être enfin, aller rechercher vraiment énormément d'informations grâce à tout ce fonctionnement de réseau de neurones. Et là, ce serait la 4e erreur si on est sur un jeu de données tabulaire, c'est-à-dire juste sur des colonnes ici de valeurs chiffrées. Réserver vraiment le deep learning pour de la donnée non structurée, et principalement dans cette interface pour des images. Voilà. C'est là que le deep learning se justifie. C'est finalement dépenser de l'argent pour pas grand-chose que d'aller tester du deep learning sur de la donnée enfin de données aussi basiques que celles que j'ai pu utiliser ici. Étape suivante, on a défini notre cible. Maintenant, je définis la fameuse métrique d'évaluation dont je vous ai beaucoup parlé jusqu'à présent. Et là, selon le type d'approche algorithmique, j'aurai différents types de métriques. On est ici sur les métriques liées à une régression. Alors, ce qui peut poser problème ici, c'est que je dois choisir une primary métrique. En fait, je peux en donner qu'une seule, vraiment comme métrique principale, celle qui sert à choisir le meilleur algorithme. Alors, le choix ici est délicat. Et surtout, alors même si c'est lui qui va finalement faire le classement, si je n'interprète qu'une seule métrique, j'ai quand même des risques de voir les choses de manière trop parcellaire. Donc, profitez, elles seront données après dans l'interface, profitez vraiment pour interpréter toutes les métriques possibles, parce que vous verrez qu'elles n'évoluent pas toutes forcément dans le même sens. C'est relativement rare finalement comme comportement, mais ça va nous permettre vraiment d'aller de manière plus précise vers le meilleur choix algorithmique. Notion supplémentaire, hein, dans l'approche algorithmique, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais on parle souvent d'entraînement et de validation, c'est-à-dire que dans une approche supervisée, on garde une partie de nos données, alors, qui ne servent pas à l'entraînement, mais qui vont nous servir à faire des tests. L'intérêt, c'est justement d'avoir peut-être à nouveau ces clients télécoms qui sont partis, et de regarder si je suis capable de bien justement prédire leur départ, euh, sans qu'il m'ait servi pour autant lors de l'entraînement. Ça, c'est vraiment important, cette approche-là. Et donc, du coup, on peut ici choisir différentes manières de le faire. Et nouvelle erreur, si on clique à nouveau trop vite, l'approche qui s'appelle Train Validation Split, celle-ci, en fait, n'est pas conseillée sur un jeu de données trop petit. Alors, qu'est-ce que c'est trop petit? Il y a une limite à 20 000 lignes, hein, qui fait, si on laissait auto, en fait, qui ferait qu'on basculerait quand même dans le bon choix, et cette limite est à 20 000 lignes, mais en dessous, justement, sur des petits datasets, on va préférer une approche de validation croisée qui se fait par tirage, hein, par tirage aléatoire, c'est ce qu'on appelle le K-fold CV ici. Donc attention à ça, voilà, à nouveau ici encore un choix qui pourrait être un mauvais choix. J'arrive ensuite sur l'écran suivant où l'on parle de featureization. Alors c'est un concept ici un petit difficile à traduire comme ça, mais voilà, qui va
en fait, nous permettent de réaliser 3 actions, bien sélectionner, les données qu'on va vouloir mettre en entrée, vérifier à nouveau leur type, et éventuellement les retyper si besoin, et puis choisir des méthodes d'imputation. Alors l'imputation, c'est tout simplement de se dire: «J'ai une donnée manquante», envoyer des nulls là qui traînent là sur la droite de la copie d'écran. Ces données manquantes, il faut les remplacer. Alors, hem, ça dépend des approches algorithmiques, mais dans la plupart des cas, vous aurez soit besoin de retirer les données incomplètes, soit de boucher les trous, et pour ça, il y a différentes méthodes, et à nouveau, ces méthodes auront un impact sur les résultats, et donc heu, ne laissez peut-être pas le choix se faire automatiquement, mais prenez la main sur ce choix-là. Et donc à nouveau ici, une erreur, alors donc celle de ne pas réfléchir, là, celle que j'ai appelée 7 bis ici, ne pas réfléchir au mode d'imputation, parce qu'il peut avoir des conséquences. Heu, Réfléchissez bien qu'une moyenne et une médiane, par exemple, hein, qui sont 2 méthodes d'imputation, une moyenne et une médiane peuvent être, par exemple, très différentes si on a des valeurs extrêmes et qu'on ne les a pas nettoyées en amont. Donc ça peut, déjà, voilà, causer des erreurs. Et surtout ici, dans la sélection des features, il y a une erreur très fréquente, qui est de laisser trop d'informations, trop de variables, et en particulier celles qui n'ont pas de sens, enfin pas de pouvoir explicatif, comme des identifiants, comme des noms, si vous avez des noms propres, des noms de personnes. Je vais prendre l'exemple classique du jeu de données du Titanic, où on essaye, alors c'est un peu glauque, mais on essaye de prédire si une personne va survivre ou non à l'accident du Titanic. Euh, Si je laisse le numéro de ticket, le numéro de billet, ou le nom de la personne, et forcément, son statut à mort ou vivant est associé vraiment de manière unique à ces données-là. Et donc, on va être sur ce qu'on appelle de l'overfitting, du surapprentissage. Et donc, c'est vraiment important ici, voilà, d'être critique vis-à-vis du jeu de données et de retirer soit donc des variables de type identifiant, soit des choses qui sont trop corrélées entre elles. Alors pourquoi trop corrélées entre elles? Parce qu'en fait, elles vont surpondérer ici un pouvoir explicatif. Si sur mon animal, sur mon manchot, là, je sais très bien que la hauteur de son bec, enfin la largeur du bec est toujours proportionnelle à sa longueur, finalement, je suis en train de mettre 2 fois la même information, et donc c'est à nouveau ici une manière de biaiser le modèle. Et voilà, donc vous avez vu que très vite, avec finalement sur 7 ou 8 écrans qui se succèdent ici pour faire de l'automatie d'ML, j'ai déjà commis justement cette erreur qui pourrait vraiment me faire rater mon modèle. Donc ce choix des variables, il est fondamental. Et ça y est, on a passé nos écrans, on a laissé un petit peu de temps pour que ça s'entraîne, et on arrive ici à notre meilleur modèle qui est sélectionné. Donc il a une métrique d'évaluation ici à 0,97. Alors sur la métrique choisie ici, qui est un score R2, on peut aller jusqu'à 1 au maximum. Donc on voit qu'on est très bon. On a mis 4 minutes 40 pour s'entraîner. Ça doit être correct, mais c'est surtout qu'ici on est sur un volume de données assez faible. Et on a le modèle, le nom du modèle qui a été sélectionné comme étant le meilleur. Alors c'est le gradient boosting, pour la petite blague, hein, c'était, si vous connaissez un peu les challenges Kaggle, donc qui sont des concours de data scientists, maintenant rachetés par Google. À une époque, on disait que c'était toujours gradient boosting qui gagnait à la fin. Enfin, ça a d'abord été les random forest, après ça a été les gradients de boosting. Max AppScaler ici est juste une opération de transformation, justement de préparation, de featureization ici des données. Voilà. On a donc obtenu le meilleur modèle, mais attention, est-ce qu'il n'est pas trop bon? Et ça, c'est vraiment à nouveau une question importante sur laquelle il faut se pencher. Quand un modèle est trop bon, c'est-à-dire quand vous avez ici, par exemple, le modèle qui est où on cherche à séparer les points rouges et les points bleus, si je prends le modèle vert, vous voyez qu'il est parfait. Le modèle vert ne se trompe jamais, mais il est extrêmement complexe, et surtout, il ne sera pas facilement généralisable. C'est-à-dire que on va, avec de nouveaux points, on va avoir beaucoup plus de chances de se tromper, enfin de risque de se tromper avec le modèle vert qu'avec le modèle plus simple, qui est le modèle noir ici, qui se trompe, hein, qui n'est pas aussi bon en termes de précision. Mais vous voyez qu'ici, hein, c'est assez parlant sur ces chiffres-là. Un modèle peut-être trop fort ici, comme le modèle C en entraînement, va être vraiment dégradé sur la partie de test.
Donc attention, vraiment ça c'est le gros risque avec encore plus avec l'automated ML, c'est de tomber sur du surajustement et donc d'avoir quand vous ferez des prévisions, quand vous arriverez, quand votre modèle sera dans la vraie vie, quand il sera industrialisé, quand il sera en prévision, et le risque c'est que ce modèle se plante extrêmement souvent. Et on aura vraiment une grosse déception parce qu'on pensait avoir très bien fait au moment de l'entraînement. Donc featureization, vraiment un concept important avec beaucoup de petites subtilités, alors que vous n'avez pas vu dans l'interface graphique, mais justement qui seront accessibles ensuite dans l'interface, enfin dans l'approche par code. Et justement, voilà, on attaque le deuxième round d'ici hein, de ce match. On passe maintenant à l'approche par le code. Alors approche par le code, pour ça on va utiliser Python. Alors, la librairie existe aussi en R. Je ne l'ai pas testé pour le coup, elle est peut-être un petit peu moins instable, on va dire. Donc, en langage Python, on va utiliser le SDK, donc le kit de développement qui s'appelle Azure ML Core. Et pour aller plus vite, en fait, hein, on a déjà dans l'interface Azure Machine Learning, on a déjà des machines virtuelles avec un serveur de notebook type Jupyter installé, et sur ce serveur de notebook, un kernel, donc vraiment une configuration déjà toute faite d'un Python avec le package Azure ML Core. Voilà un exemple de code, et c'est le code que vous retrouvez sur le lien que je vous ai donné. Pour le décortiquer rapidement ici, hein, on retrouve exactement nos étapes de l'interface graphique. On définit d'abord une expérience, hein, c'est vraiment l'idée de commencer un nouveau projet. On se connecte à un jeu de données, et ensuite on définit, et c'est là que voilà, ça change et on arrive à avoir plus finalement de possibilités. On définit ici tous les paramètres de l'automated ML. Donc vous voyez par exemple ici 40 itérations, ça veut dire que je vais aller jusqu'à 40 entraînements d'algorithmes, après je m'arrête. On retrouve ici la primary métrique. On active hein, la featureization, c'est-à-dire cette idée là d'aller optimiser nos variables. Et puis on pourrait exclure, voilà, bloquer certains modèles, les ressortir d'une liste ici, comme par exemple des choses là dans ce cas de figure, je sais que par exemple les SVM ou les arbres de forêt extrêmes, voilà, choses qui je me dis qui sont pas forcément pertinentes. Donc du coup je les bloque, et ils ne seront pas utilisés dans la liste de 40 algorithmes qui va s'exécuter ici. Si on pousse encore plus loin l'idée de featureization, hein, voilà, on va vraiment ici pouvoir coder finement, vous voyez, définir les imputations variable par variable. Donc là, on retrouve tout ce qu'on faisait dans l'interface graphique. C'est aussi bien sûr possible côté code. Alors, deux possibilités maintenant pour entraîner tous ces algorithmes, soit l'approche locale ou l'approche à distance. L'approche locale, ça veut dire que j'exécute sur la machine virtuelle sur laquelle je suis, je la sollicite pour tout calculer. On se rend compte dans la pratique qu'avec des gros jeux de données et avec la nécessité, la volonté de paralyser beaucoup d'algorithmes en même temps, ça sera beaucoup plus efficace d'aller chercher ce qu'on appelle un compute target, donc d'aller déléguer en fait tout ça à de nouveaux clusters de machines qui vont réaliser les calculs. Mais bien sûr, vous avez un coût associé. Et on a à la fin, voilà, une fois que tout s'est lancé, on a les résultats qui apparaissent donc ici dans notre notebook. Alors c'est complètement illisible ici, mais rassurez-vous, ils sont aussi, même si vous entraînez une expérience par du code, tous les résultats seront dans l'interface graphique et donc garderont la même lisibilité que si on avait utilisé l'interface dès le début. On récupère à nouveau le meilleur modèle, voilà, c'est vraiment exactement les mêmes fonctionnalités. Et là, hop, pour aller un tout petit peu plus loin, mais on l'a aussi dans l'interface graphique, je vous montre le tableau de restitution avec ce qu'on appelle des widgets, voilà, ce qui est des éléments plus graphiques qui s'intègrent dans les notebooks. Et ici, une comparaison graphique de nos différents algorithmes, sachant qu'on recherche ici les itérations les plus proches de 1, qui sont notre seuil ici pour la métrique choisie. Alors en conclusion, avant de laisser la place à quelques minutes de questions, quelle est la meilleure approche
comme vous l'avez senti au cours de ma démonstration, c'est quand même l'approche de l'interface graphique, hein, c'est vraiment celle qui nous facilite le moins, enfin qui nous pousse le plus à commettre des erreurs. Donc vraiment, faites attention à ça, reprenez les 7 erreurs que j'ai pu donner. On peut bien sûr faire quelque chose de correct, hein, mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à chacune des étapes. Chose aussi un petit peu gênante, c'est qu'une fois que vous aurez terminé avec l'interface graphique, bah, vous ne pourrez pas refaire finalement un deuxième lancement, une deuxième exécution, en ne changeant peut-être qu'une seule des boîtes de dialogue. Il va falloir tout refaire de zéro. Ça, c'est un petit peu long dans la pratique. Alors que le code, une fois qu'il est écrit, ben voilà, celui-là, il suffira de modifier quelques lignes et de réexécuter peut-être certaines cellules uniquement du notebook. Donc avec le SDK, avec l'approche du code, voilà, tout ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment faire de la préparation de données avec des packages Pandas, par exemple, comme j'ai pu vous les conseiller. Ça, il faut que je le corrige. La restriction a sauté depuis l'Ignite, l'événement Microsoft Ignite, la featureization qui était avant dans un mode de licensing enterprise est maintenant dans la seule licence qui existe pour Azure Machine Learning. On pourra aller chercher vraiment des ressources de calcul supplémentaires et là on peut par exemple repenser justement à un cluster Databricks. Les widgets dans les notebooks sont plutôt sympas. On va pouvoir ne pas être justement bloqué par cette approche d'une seule métrique pour choisir le meilleur modèle. On pourra, si on pousse encore plus finalement le code, passer sur de la conversion de modèles dans un format qu'on appelle ONNX. Hein, c'est un format qui essaye de standardiser il y a beaucoup de développement aujourd'hui, encore plus dans les frameworks de deep learning. ONNX, c'est une approche conjointe entre Facebook et Microsoft pour essayer de donner un format générique de tous ces modèles-là. Et puis bien sûr, surtout, voilà, on pourra vraiment pousser dans l'industrialisation parce qu'on a déjà finalement réalisé une bonne approche du code qui sera plus simple à reprendre par des data engineers derrière. Donc voilà le résumé. Si on se tient maintenant à la tarification, alors parce que j'ai commencé par cette provocation sur le coût d'un data scientist, je remets ici les salaires, mais attention, l'automated ML, c'est aussi du coût puisqu'il va falloir bien sûr payer toutes les ressources Azure, qui sont des machines virtuelles, des clusters, mais aussi un conteneur registry pour stocker les modèles, un blob pour aller stocker les datasets, et puis un key vault qui traîne par là pour tout ce qui est mot de passe. Et surtout pour conclure, voilà, la question du démarrage, hein, du début, c'était une pure provocation et c'était surtout pas un bon débat. Ce n'est pas une opposition à mettre en place. Automated ML versus data scientist, puisqu'en fait, ce sont les data scientists qui vont prendre en main cet outil-là, parce qu'on voit qu'on a besoin toujours des fondamentaux de la data science, que ce sont de comprendre la donnée, comprendre les enjeux, savoir s'orienter vers des familles d'algorithmes et avoir une bonne interprétation une bonne lecture des métriques d'évaluation et d'être capable d'interpréter ensuite les données. Donc oui, j'insiste vraiment là-dessus, on a besoin de data scientists et peut-être que leur métier va légèrement évoluer, peut-être qu'ils vont gagner du temps sur certaines parties de leur métier, et pourront passer plus de temps par exemple sur l'interprétation. Mais voilà, on a ici un nouvel outil et sûrement pas une manière d'opposer les pratiques. Et si on veut vraiment conclure sur Azure Machine Learning ici, sur ce portail, hein, sur cette solution Microsoft, et ben si on ajoute le designer, hein, c'est-à-dire l'interface graphique qui permet vraiment de constituer des modèles, et ben on a un terrain de jeu pour des gens qui voilà ne seraient pas férus de code. Hein, voilà, c'est pas une tare, hein, on peut très bien avoir préféré cette approche graphique et on a un bon terrain de jeu pour cela. Si on prend en main par contre vraiment le SDK, et ben on s'oriente vraiment ici plutôt vers les data engineers et on va soit pouvoir déjà même faire une partie de leur travail ou leur simplifier la vie. Quelques liens voilà, de documentation et d'un forum autour de l'outil, des GitHub de référence, ceux de Microsoft et puis le mien, voilà, sur lequel vous retrouverez les exemples de code que je vous ai présentés.